Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast où on va parler des médicaments hypoglycémiants qui servent à gérer les diabètes. Je vous rappelle que le contenu que je vous propose dans ce podcast est tiré de mes notes de cours de pharmacologie. Donc il ne s'agit en aucun cas de conseiller des gens sur la prise de médicaments, c'est simplement un retour d'information de mes cours. Dans un premier temps, je vous propose un petit peu de présenter les diabètes, les deux différents diabètes qui existent, et on verra dans un deuxième temps les différentes classes de médicaments qui sont prescrits aujourd'hui. Donc, de quoi part-on ? On part d'une constante de l'homéostasie du corps qui concerne la glycémie. La glycémie, c'est le taux de sucre que nous avons dans le sang, il est mesuré communément en grammes ou en millimoles par litre. Et donc, à quoi sert le sucre dans notre sang? Eh bien, il sert à être distribué principalement aux cellules de notre corps, aux tissus, pour leur fournir du carburant. Et donc, le corps, grâce à des mécanismes d'homéostasie, garde la glycémie dans une tranche de valeur bien précise. Et lorsque la glycémie est trop basse et trop haute, notre corps, notre santé est mise en danger. Alors, la glycémie, elle est évidemment impactée par notre alimentation et par notre système digestif. Et je vous invite à retourner voir ma vidéo Physiologie du système digestif pour vous familiariser avec les différents organes du système digestif, parce que je ne vais pas revenir dessus. Je vais simplement vous parler du pancréas, qui ressemble à une espèce de carotte qui est située en dessous du foie et qui a un canal qui se dirige directement dans l'intestin grêle. Et donc ce pancréas va déverser deux hormones qui sont l'insuline et le glucagon qui sont fabriqués au niveau des îlots de Langerhans. Donc les cellules bêta fabriquent l'insuline et les cellules alpha fabriquent le glucagon. Donc, les cellules bêta, c'est ce qui constitue la majorité du pancréas, à peu près 80% des cellules. Donc pourquoi elles sont importantes ces deux hormones L'insuline, c'est l'hormone qui va faire baisser votre glycémie. Et le glucagon, c'est l'hormone qui va faire augmenter votre glycémie. Je vous mettrai un petit schéma pour vous rappeler quand même les mécanismes de l'insuline et du glucagon, mais je trouve que j'en parle suffisamment sur ma chaîne. Voilà. Donc l'insuline, c'est quand même l'hormone qui va nous intéresser principalement, puisque le problème du diabète, c'est surtout des glycémies qui sont trop hautes. Et on verra tout à l'heure les problèmes que ça peut poser. Donc l'insuline, c'est une hormone peptidique qui est fabriquée dans le pancréas, dans les cellules bêta des îlots de Langerhans. Donc cette insuline, sa principale mission, c'est de faire entrer le glucose dans nos réserves de glycogène et dans nos cellules adiposes. Mais elle a également d'autres caractéristiques. Elle va stimuler le métabolisme des glucides, des protéines et des lipides. Elle va favoriser la captation des acides aminés par les tissus, sauf l'alanine et le tryptophane. Elle va inhiber la néoglucogénèse, elle va inhiber la lipolyse du foie, dans les adipocytes, dans les muscles striés. Donc c'est vraiment une hormone anabolique. C'est l'hormone des bodybuilders, c'est l'hormone qui permet de construire. Elle stimule également la libération de la leptine par les adipocytes, donc qui est l'hormone qui réduit l'appétit, l'hormone de la satiété. Elle augmente la thermogénèse et elle augmente également la captation du magnésium et du potassium par les cellules. Donc voilà, l'insuline, si on devait vraiment lui donner une seule caractéristique, c'est l'hormone de l'anabolisme, de la construction du stockage. Alors, maintenant, quand on parle de glycémie, on parle, je vous ai dit, d'un taux de sucre dans le sang. Quelle est la glycémie normale d'un individu? On estime que la glycémie d'un individu devrait être à jeun comprise entre 0,7 et 1,1 g par litre de sang. Entre 1,1 et 1,26, vous êtes en prédiabète et à partir de 1,26, vous êtes considéré comme diabétique. Ensuite, en dessous de 0,7, il peut arriver qu'il y ait des personnes qui aient des glycémies un petit peu basses, mais voilà, entre 0,7 et 0,5, on commence à avoir des symptômes d'hypoglycémie, et en dessous de 0,5 g par litre de sang, là on peut carrément entrer en coma, puisqu'il y a un danger pour tout le corps, donc le cerveau va se mettre en mode off et va préserver uniquement les fonctions vitales. Alors comment est-ce que vous savez si vous êtes en hyperglycémie ou en hypoglycémie? Déjà en faisant une prise de sang. La prise de sang, c'est une mesure instantanée de votre glycémie. Donc ça vous permet de savoir à un instant T votre glycémie. C'est pour ça que généralement les prises de sang sont faites à jeun le matin.
pour ne pas être influencé par la prise d'un repas. Lorsque vous êtes en hyperglycémie, quels sont les symptômes qu'on peut ressentir? On peut ressentir la soif, une certaine fatigue, la langue sèche ou encore des urines abondantes. Et quand on est en hypoglycémie, excusez-moi, là j'ai oublié la transpiration excessive quand on est en hyperglycémie. Et lorsqu'on est en hypoglycémie, ça va être d'abord la pâleur, on va avoir la bouche sèche, on peut avoir des tremblements, des picotements, on peut se sentir faible. Et vraiment, je vous ai dit, quand on descend en dessous de 0,5 g par litre, là on peut avoir des céphalées, des problèmes d'élocution, et on peut carrément tomber dans le coma. Donc voilà les symptômes qu'on peut ressentir en hypo et en hyperglycémie. L'autre indicateur qu'on peut mesurer, et qui reflète non pas la glycémie instantanée, mais les glycémies sur 2-3 mois, c'est ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée, qui se note HB1AC. Donc pourquoi est-ce que l'hémoglobine glyquée est importante et pourquoi est-ce qu'elle reflète la glycémie sur 2-3 mois? Eh bien tout simplement parce que, si vous voulez, le glucose, lorsqu'il est véhiculé, lorsqu'il traverse le sang, en fait il se lie à nos molécules d'hémoglobine. Et il va laisser une trace indélébile sur l'hémoglobine lorsqu'il va s'y fixer. Et l'hémoglobine donc, se situe dans nos globules rouges, et les globules rouges vivent en moyenne 120 jours et se renouvellent ensuite. Donc 120 jours, ça fait 2-3 mois, ça fait surtout 3 mois. Donc au plus une personne a une glycémie élevée, au plus elle va avoir de glucose qui s'est fixé sur l'hémoglobine, donc au plus elle va avoir d'hémoglobine qu'on appelle glyquée. Donc on estime qu'un bon taux d'hémoglobine c'est situé entre 3 à 6%, et il ne faudrait pas dépasser 7. À partir de 7-8, là on commence vraiment à être sur des taux qui sont problématiques. Donc voilà, votre hémoglobine glyquée, c'est votre glycémie à moyen terme, et votre glycémie, c'est votre glycémie instantanée. Ensuite, on va présenter les deux types de diabète, donc les deux maladies de la glycémie, qui sont premièrement le diabète de type 1. Donc le diabète de type 1, on l'appelle diabète insulinodépendant, parce que sa principale caractéristique, ça va être une baisse de la production d'insuline par destruction des cellules bêta du pancréas. Cette destruction, elle va se faire par un mécanisme auto-immun, c'est-à-dire que c'est le système immunitaire qui va se retourner contre ses propres cellules pour une raison inconnue. Aujourd'hui, on pense qu'il y a une cause génétique qui est notamment liée à un gène qui s'appelle HLA-DR3, mais on pense également que c'est lié à des événements environnementaux, comme des infections virales, ça peut être la rubéole par exemple, et du côté, on va dire, un petit peu naturopathique, médecine fonctionnelle, une autre hypothèse, c'est la perméabilité intestinale qui a notamment été remise au goût du jour par Seignalé, qui lui-même s'est inspiré d'autres auteurs comme Kousmine ou Burger par exemple. Donc voilà, le diabète de type 1, il faut bien comprendre que c'est un diabète auto-immun, c'est-à-dire que le problème vient qu'on n'a plus assez de cellules bêta qui produisent de l'insuline. Donc c'est un défaut de production d'insuline par destruction de nos propres cellules. Et c'est un diabète généralement qui se déclare jeune, puisque pendant les 5-10 premières années, il est asymptomatique, et puis ensuite, il devient symptomatique. Donc il se déclare généralement tôt. Ensuite, on a le diabète de type 2, qui lui est appelé non insulinodépendant ou diabète sucré. Et là, c'est différent. Il est appelé non insulinodépendant, parce que là, on n'a pas un problème de production d'insuline, et on a un problème de ce qu'on appelle de résistance à l'insuline. Donc là, on est sur une affection métabolique, c'est-à-dire que nos cellules, en temps normal, pour faire entrer le glucose à l'intérieur, donc dans les cellules du foie, notamment sous forme de glycogène, dans les muscles ou dans les réserves de graisse, lorsque les réserves de glycogène sont pleines, normalement, lorsqu'on sécrète une certaine quantité d'insuline, eh bien, le glucose rentre et la glycémie baisse. Et dans le problème du diabète, dans le cas du diabète de type 2, eh bien, on a une quantité d'insuline qui est sécrétée, mais l'entrée du glucose dans nos réserves de glycogène et nos réserves adipeuses ne se fait pas ou se fait moins bien. Du coup, le pancréas doit produire plus d'insuline pour faire entrer ce glucose et faire baisser la glycémie. Les cellules résistent à l'insuline. Il y a un indicateur qui permet de mesurer la résistance à l'insuline, c'est l'indice OMA, qui peut se demander sur une prise de sang, mais je ne pense pas qu'il soit prévu par les assurances santé standard. Je pense que c'est un test qu'il faut faire de son côté et qui est
évidemment à ses frais. Donc le but des médicaments pharmacologiques, ça va être quoi? À court terme, ça va être de maintenir la glycémie dans une plage de valeur acceptable. Ça va être d'éviter la cétose ou la glycosurie, donc qui est l'évacuation du glucose au niveau rénal. Et à long terme, ça va être de retrouver une bonne hémoglobine glyquée. Évidemment, tous les médicaments que je vais vous présenter maintenant, ils sont toujours accompagnés de mesures hygiéno-diététiques. Donc à partir du moment où vous êtes diabétique ou vous suivez un traitement, normalement, on vous a envoyé voir un diététicien qui vous donne une alimentation adaptée au diabète. Et ça, pareil, c'est une alimentation dont on pourrait débattre parce que conseiller des pâtes blanches et du riz blanc ou des sucres raffinés à des gens qui ont le diabète, effectivement, bon, c'est peut-être pas forcément la bonne idée. Et surtout, qu'on le verra tout à l'heure, le problème de la résistance à l'insuline ne se règle pas en supprimant les glucides, ni en continuant à prendre des glucides raffinés. Alors, maintenant, passons aux différentes classes de médicaments qui sont prescrits. Les premiers médicaments, ça va être l'apport externe d'insuline, qui sont surtout utilisés pour le diabète de type 1, puisque dans le diabète de type 1, le corps ne peut plus produire d'insuline, ou plus assez, car elle n'a pas les cellules nécessaires. Donc il faut lui en apporter de l'extérieur. L'insuline exogène est aussi des fois utilisée dans les cas de diabète de type 2, mais moins. Alors l'insuline exogène, ça va être des piqûres d'insuline, ça peut être des stylos, ça peut être des seringues, qui sont administrées par voie ce qu'on appelle parentérale, principalement sous-cutanée, donc dans la graisse. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différentes insulines. Donc on a des insulines qui vont agir rapidement, de 5 à 8 heures, des fois des insulines même qui vont agir instantanément, des insulines qui vont agir plus lentement. Et donc tout le but du médecin, ça va être de trouver pour vous le bon dosage. Donc il y a des gens qui se piquent un peu avant de manger, au moment de manger, après, enfin voilà. Ça vous voyez avec votre médecin. Donc dans le diabète de type 1, il y a quand même quelque chose qu'il faut reconnaître. Et là, c'est ma petite voix personnelle à mes amis naturopathes qui sont véhéments des fois face au traitement industriel utilisé par la voie classique, conventionnelle. Là, dans le diabète de type 1, on a l'illustration parfaite de l'efficacité de la médecine d'urgence. C'est-à-dire, si vous avez un diabète de type 1, que vous êtes dans un très mauvais état, il n'y a pas d'autre solution pour vous que de prendre de l'insuline exogène. Donc là, ça vous sauve la vie, et il faut le reconnaître. Voilà. Je vous parlerai des effets secondaires également. Donc les effets secondaires de l'insuline exogène, c'est déjà dans un premier temps, ça peut provoquer des hyper et des hypoglycémies. Parce qu'au début, quand en traitement il est nouveau, le médecin avec vous, il va essayer de trouver le bon dosage. Donc au début, il y a peut-être des essais, il y aura peut-être des ratés, donc vous allez vous retrouver dans des situations d'hypoglycémie par exemple. Un autre problème, c'est qu'il faut manger souvent la même chose, puisque votre dosage insulinique, il va être adapté à l'alimentation que vous avez, donc vous n'allez pas pouvoir faire trop d'excès alimentaires, puisque des excès alimentaires voudront forcément vouloir dire des modifications de glycémie, quand on mange par exemple très sucré, des crêpes ou des trucs industriels, votre dosage pour tous les jours, il ne sera pas adapté quand vous faites des excès. Donc les excès sont très difficilement possibles lorsqu'on a le diabète de type 1 et c'est difficile socialement. Donc voilà, trouver la posologie peut prendre un certain temps et ça peut donner lieu à de l'hypoglycémie. À force de vous piquer dans le tissu cutané, vous pouvez avoir des réactions comme des démangeaisons par exemple, ce qu'on appelle du prurit. Et peut également y avoir une baisse de la concentration plasmatique en potassium. Donc ça c'est pour le diabète de type 1, il faut quand même savoir qu'il est relativement rare par rapport au diabète de type 2. Je ne me souviens plus des fréquences, des prévalences, je vous trouverai ça tout à l'heure. Alors, au niveau des médicaments, on continue et cette fois, on a des médicaments qui vont nous permettre une meilleure utilisation de l'insuline endogène. Donc là, on va avoir deux types de médicaments. On va avoir une première classe de médicaments qui vont tout simplement stimuler vos cellules qui vont sécréter de l'insuline. Donc ça, c'est des classes de médicaments qu'on appelle les sulfamides, les ghylinides ou encore les incrétinomimétiques. Donc je vais vous présenter par exemple les incrétinomimétiques. Ce sont des médicaments qui vont mimer l'action des incrétines, qui sont des enzymes qui vont permettre la libération
d'insuline au niveau des cellules bêta des îlots de Langerhans. Donc ils vont augmenter la sécrétion d'insuline, ils vont en même temps baisser la vidange gastrique et ils vont également bloquer la sécrétion de glucagon. Donc ils vont empêcher votre pancréas de sécréter du glucagon qui va augmenter votre glycémie. Donc si vous voulez, ces médicaments-là, ce sont des boosters de vos cellules bêta du pancréas. À côté de ça, on va avoir des médicaments qui sont les biguanides, dont un est très connu qui s'appelle la metformine, qui eux vont augmenter l'utilisation périphérique du glucose. Donc la metformine, elle va inhiber l'expression des gènes de la néoglucogénèse, donc au niveau des mitochondries, au niveau du foie. Elle va baisser tout simplement, elle va bloquer la néoglucogénèse, donc la création, la production de glucose par le foie. Et par ailleurs également la production d'ATP. Donc avec les biguanides, on est en train de trifouiller dans le foie. Voilà. Donc j'ai retrouvé l'info. La prévalence du diabète de type 1 chez l'adulte est estimée entre 0,3 à 0,5% et représente 10% de l'ensemble des diabètes. Donc diabète de type 1 est quand même relativement rare. Plutôt le diabète de type 2 qui est fréquent. Et heureusement. Parce qu'on verra que le diabète de type 2, c'est quand même beaucoup plus facile à remonter qu'un diabète de type 1. Qu'un diabète de type 1, aujourd'hui, on ne sait pas comment faire. Voilà. Ensuite, on va passer à une troisième classe de médicaments qui sont des médicaments qui vont tout simplement limiter la quantité de glucose qu'on absorbe. Et ça, on les appelle les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase. Donc l'alpha-glucosidase, c'est une enzyme qui intervient au niveau du système digestif qui permet de digérer les glucides en sucre simple, donc en glucose, en maltose notamment. Donc là, pareil, petite remarque personnelle, à quoi ça sert de manger des glucides pour ensuite ingérer des médicaments qui nous empêchent de les digérer ? Ne serait-il pas plutôt intéressant, si en tout cas on veut arrêter de digérer des glucides, peut-être d'en réduire la quantité, de passer peut-être sur des alimentations plus riches en graisses et en protéines, comme le régime cétogène par exemple. Alors évidemment, le régime cétogène ne résout pas le problème de la résistance à l'insuline, mais c'est un régime d'éviction qui peut améliorer potentiellement la situation. Mais ce n'est pas la solution au problème. Ensuite, dernière catégorie de médicaments, qui sont les médicaments qui augmentent l'excrétion rénale du glucose, donc l'élimination du glucose à travers les reins. Donc là, je vous invite à retourner voir ma vidéo Physiologie des reins, et vous verrez dans cette vidéo où je vous explique que le trajet du sang, la filtration du sang commence au niveau des reins, au niveau de ce qu'on appelle la capsule de Bowman, qui est un glomérule où il y a un premier filtre du sang qui se fait. Et au niveau de cette capsule, on a les grosses molécules, comme par exemple les molécules protéiques comme l'albumine, qui ne vont pas passer. Toutes les molécules supérieures à 70 kilodalton vont rester bloquées, vont rester dans le sang. Et les autres, les molécules qui sont assez petites, vont traverser ce premier filtre pour se retrouver dans le rein et commencer leur trajet jusqu'à donner de l'urine à la fin. Et donc parmi les molécules qui traversent la capsule de Bowman, on a le glucose. Heureusement, le glucose est réabsorbé très vite avec un cotransport sodium-glucose qu'on appelle le SGLT2. Et oui, le score est une fantastique machine à recycler, à récupérer tout ce qu'il peut. Et donc cette récupération peut se faire jusqu'à 2 grammes par litre. Et au-delà de 2 grammes par litre, eh bien, le glucose n'est plus réabsorbé et il va être excrété dans les urines, et c'est ce qu'on appelle la glucosurie. Donc lorsque vous retrouvez du glucose dans vos urines, ça veut déjà dire que dans votre sang, vous êtes au-delà de 2 grammes par litre, donc vous êtes clairement dans une hyperglycémie, et si en plus vous êtes à jeun, vous êtes quand même là dans un diabète qui est avancé. Voilà, donc ce que vont faire ces médicaments, c'est qu'ils vont inhiber ce cotransport sodium-glucose. Et donc, le glucose que normalement vous réabsorberiez, eh bien, il va se retrouver dans vos urines. Et le problème, c'est qu'il va également empêcher le sodium d'être réabsorbé à ce niveau-là. Donc le sodium va devoir être réabsorbé plus tard. Et ça, on le voit notamment au niveau de ma vidéo Physiologie des reins. Donc ces médicaments sont contre-indiqués en cas d'insuffisance rénale. Donc on voit bien ici, encore une fois, avant c'était sur le foie, ensuite au système digestif, et là c'est au niveau du rein. Donc,
Je vais vous présenter maintenant les effets secondaires des biguanides, donc la metformine. Alors, on a vu que la metformine, elle agit au niveau du foie, et quand on trifouille au niveau du foie, forcément, on va avoir un impact sur les autres fonctions du foie. Donc, en effet secondaire, on va avoir des flatulences, des douleurs abdominales, des diarrhées, on peut avoir de l'acidose lactique, parce que le foie ne fait plus correctement son boulot, et donc il est perturbé dans son fonctionnement. Au niveau des autres médicaments, donc les médicaments qui stimulent la sécrétion endogène d'insuline, donc ce sont les glinides, les sulfamides, les incrétinomimétiques, bien là, les problèmes, ça peut être une hypoglycémie, parce que si on stimule trop les cellules bêta, il y a trop d'insuline qui est sécrétée, donc ça peut trop faire baisser la glycémie. Ça peut provoquer des intolérances gastriques, ça peut provoquer également de la toxicité hépatique, puisque le pancréas, le foie n'est jamais loin, il y a un lien entre les deux. Donc voilà un petit peu les effets secondaires pour ces médicaments. Au niveau des effets secondaires des inhibiteurs de l'alpha-glucosidase, pareil, on va avoir des flatulences, de la diarrhée, des douleurs abdominales, des ballonnements, parce que, encore une fois, on intervient au niveau du système digestif, on est en train de trifouiller le système digestif, il n'est pas étonnant qu'on a ensuite des problèmes digestifs. Et donc vous savez que les problèmes digestifs mènent à la carence nutritionnelle, mènent à des problèmes de flore intestinale, et on sait aujourd'hui que tous ces problèmes, ça fait le lit de plein de maladies, et notamment des maladies métaboliques. Voilà. Ensuite, une dernière notion à présenter, c'est l'autonomisation du patient. Évidemment, le patient, il ne va pas tous les jours, toutes les 5 minutes aller chez le médecin. Il a besoin d'être autonome. Donc on va le sensibiliser à l'activité physique, à son régime diabétique, donc ça c'est le diététicien qui va le faire, à éviter le jeûne. On va lui apprendre à se surveiller, à surveiller régulièrement sa glycémie, à surveiller son hémoglobine glyquée. On va l'inviter à surveiller son pied. Le pied diabétique, c'est quelque chose d'horrible. Je ne vous conseille pas d'aller voir sur Google. C'est assez dégoûtant. Pour les diabétiques de type 2, on va faire attention à la perte de poids. On va essayer de prévenir les hypoglycémies. Donc les diabétiques, ils ont toujours des petites barres ou du sucre ou quelque chose de sucré sur soi au cas où si la glycémie baisse trop. Voilà, donc il y a tout un tas de réflexes qu'on va essayer d'inculquer aux diabétiques pour qu'ils puissent vivre à peu près normalement. Maintenant, par rapport à tout ça, je vais quand même rajouter une petite vision qui est que, je vais seulement parler du diabète de type 2. Dans le diabète du type 2, on est clairement sur un problème métabolique. Et je vous invite vraiment à aller voir la vidéo qu'a fait Estelle, Datavi et Sébastien, que j'avais déjà interviewé sur ma chaîne, sur l'insulinorésistance. C'est extrêmement intéressant. Je vous la mettrai en description. Et ils mettent vraiment en évidence le fait que le problème du diabète de type 2 et de la résistance à l'insuline, c'est que on a des réserves de glycogène dans le foie, dans les muscles, et des cellules adipeuses qui sont remplies de sucre, qui sont remplies de glucose. Et donc justement, quand vous apportez encore du glucose et de l'insuline, les cellules, elles sont saturées. Donc elles résistent, elles disent non, je ne veux plus de glucose. Et donc l'insuline, elle est là comme un marteau en train d'essayer de pousser encore plus de glucose dans les cellules qui sont déjà pleines. Donc la première chose à faire pour lutter contre la résistance à l'insuline, ce serait déjà de vider ses réserves en glycogène et ses réserves de glucose. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Sébastien, quand je l'avais en interview, il me disait que il y a très peu de problèmes de résistance à l'insuline chez les sportifs, et surtout chez les sportifs d'endurance. C'est très très rare le diabète chez les sportifs d'endurance, parce que justement, ils font carburer leurs réserves de glycogène. Ils les vident tous les jours, chaque fois qu'ils font du sport. Donc la première chose à faire quand on veut lutter contre la résistance à l'insuline, c'est de retrouver une activité physique, de faire du cardio. À côté de ça, temporairement, il faut arrêter de provoquer des énormes pics de glycémie, qui vont demander des énormes pics d'insuline. Donc il faut arrêter les glucides transformés, les glucides raffinés. On peut temporairement passer en régime cétogène pour limiter la casse, mais le régime cétogène ne va pas régler le problème de la résistance à l'insuline. Parce que le régime cétogène, il ne va pas vraiment vider le glycogène, etc. Le glycogène et le glucose des cellules. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo, elle est très intéressante.
Et je mettrai aussi en description un article de l'INSERM, très intéressant, j'en avais parlé une fois, qui montre que le plus gros consommateur de glucose, c'est les muscles. C'est-à-dire qu'après une séance de sport, vous avez une telle demande au niveau du muscle, au niveau des réserves de glycogène pour refaire les réserves, que c'est le meilleur moment pour consommer des glucides. Si vous voulez, l'activité physique est réellement un des principaux leviers qui permet de lutter contre la résistance à l'insuline. Si vous combinez activité physique, vous enlevez les glucides raffinés, vous pouvez même passer temporairement sur un cétogène, mais vous consommez des glucides cellulaires, vous consommez des glucides entiers qu'on peut trouver dans la nature, déjà avec ça, vous faites un énorme pas pour sortir du diabète de type 2. Moi, je le dis aujourd'hui, ma parole n'a pas de valeur d'un point de vue médical, mais je vous le dis, je pense que le diabète de type 2, c'est quelque chose qu'on peut inverser. Vous regardez du côté anglo-saxon, du côté américain, il y a plein de médecins, parce que là-bas, c'est un petit peu moins contrôlé et bridé qu'ici, qui disent que c'est tout à fait possible de le renverser avec des mesures d'hygiène de vie. Bon, l'activité physique et l'alimentation, c'est pas les seuls leviers, il y en a d'autres, comme baisser par exemple l'oxydation, augmenter la consommation et les antioxydants. Mais voilà, c'est clairement quelque chose qu'il est possible aujourd'hui d'améliorer. Voilà, donc je m'arrête là pour ce podcast, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!